L'auteur que j'évoque aujourd'hui et à qui je consacre ce programme est à l'origine d'un très célèbre roman qui met en scène un savant qui parvient à donner vie à un cadavre d'homme reconstitué de chair morte. Horrifié par le monstre qu'il vient de créer, il préfère l'abandonner. La créature, livrée à elle-même, comprend rapidement qu'il lui sera impossible de mener une existence normale. Vous l'aurez compris, je viens de résumer très brièvement le Frankenstein de Mary Shelley. Bonjour. Mary Wollstonecraft Godwin, plus connue sous le nom de Mary Shelley, 1797-1851. Fille de l'écrivain féministe Mary Wollstonecraft, morte après l'avoir mise au monde, et du philosophe rationaliste William Goldwyn, également romancier. Elle est enlevée à 17 ans par le poète Percy Bysshe Shelley, dont elle partagera la vie errante et qu'elle épousera en 1818. Surtout connue pour son premier roman Frankenstein, ou le Prométhée moderne, écrit à l'âge de 18 ans. Après la mort de son mari en 1822, elle publie des contes dans divers périodiques. Nous en reparlerons tout à l'heure en fin de programme. Je vous propose d'écouter La jeune fille invisible, une nouvelle de Mary Shelley, publiée en 1832. Ce modeste récit ne prétend pas suivre les règles habituelles d'une histoire, ni s'étendre sur des situations ou des sentiments. C'est seulement une brève esquisse que je livre à peu près telle qu'elle m'a été transmise par l'un de ses plus modestes acteurs. Aussi, je ne m'attarderai pas à relater un événement qui concerne sa singularité et sa vraisemblance, mais je raconterai, avec autant de concision que possible, quelle fut ma surprise lorsque je pénétrai dans ce qui me parut être une tour en ruine, juchée sur un triste promontoire surplombant la mer, à cet endroit où elle afflue entre le pays de Galles et l'Irlande. Je découvris que, bien que l'extérieur ait gardé un caractère rudimentaire, portant la marque de bien des luttes contre les éléments, l'intérieur était aménagé à la façon d'un pavillon d'été, car il était trop petit pour mériter quelque autre nom. Il comprenait un rez-de-chaussée qui servait d'entrée et au-dessus une pièce unique à laquelle on accédait par un escalier taillé dans l'épaisseur du mur. Cette chambre avait un plancher recouvert d'un tapis. On l'avait également meublé, mais ce qui attirait surtout l'attention et qui excitait la curiosité, c'était accroché au-dessus de la tablette de la cheminée, car on avait construit une cheminée pour préserver la pièce de l'humidité, visiblement plus tard, tant le style différait du corps du bâtiment. Un tableau, simple aquarelle qui, plus que toute la décoration de la pièce, contrastait avec le caractère primitif de la construction, sa situation isolée et la désolation du paysage environnant. Le dessin représentait une jolie jeune fille dans l'éclat et la fraîcheur même de la jeunesse. Sa robe était simple, à la mode du début du XVIIIe siècle. Une expression d'innocence et d'intelligence mêlée embellissait son attitude, empreinte d'une sérénité d'âme et d'une naturelle gaieté. Elle était occupée à lire les feuillets d'une de ces histoires romanesques qui ont si longtemps fait les délices et l'enthousiasme de la jeunesse. Sa mandoline était posée à ses pieds, son perroquet perché près d'elle sur un immense miroir. L'ameublement et les tentures
témoignait d'un souci de luxe dans ce logis, et les vêtements de la jeune fille étaient, à l'évidence, de ceux que l'on porte dans l'intimité de ses appartements, avec pourtant un air d'opulence, un goût enfantin pour la parure, comme si elle avait souhaité plaire. Sous la peinture était inscrit en lettres d'or « La jeune fille invisible ». En pérégrination dans une région presque inhabitée, j'avais perdu mon chemin et, surpris par une averse, j'avais découvert cette habitation de triste apparence qui semblait balancée par le souffle du vent, suspendue là comme le symbole même de la désolation. Je la contemplais, songeur, maudissant intérieurement mon étoile qui m'avait conduit jusqu'à une ruine qui ne pourrait m'offrir un abri, tandis que l'orage commençait à se déchaîner, quand je vis la tête d'une vieille femme sortir brusquement d'une sorte de meurtrière et se retirer aussi vite. Une minute plus tard, une voix féminine m'appelait de l'intérieur et, pénétrant dans un petit dédale embroussaillé qui masquait une porte que je n'avais pas remarquée avant, tant le jardinier avait habilement utilisé la nature pour réussir à la cacher, je trouvai la bonne dame debout sur le seuil, m'invitant à me réfugier à l'intérieur. « Je venais de monter de notre chaumière, dit-elle, pour veiller à toutes ces choses, comme je le fais chaque jour quand la pluie est survenue. Voulez-vous monter jusqu'à ce qu'elle ait cessé ?» J'allais faire la remarque qu'au risque de quelques gouttes de pluie, la plus proche chaumière serait plus accueillante que cette tour en ruine, et j'étais sur le point de demander à l'aimable hôtesse si les choses qu'elle venait surveiller étaient les pigeons ou les corbeaux, lorsque le parquet du sol et le tapis de l'escalier attirèrent mon regard. Je fus plus surpris encore en découvrant la pièce au-dessus et surtout le tableau et son étrange inscription, désignant celle qui était représentée comme invisible, ce que le peintre avait coloré de façon très agréablement visible. Cela éveilla le plus vivement ma curiosité. Il résulta de celle-ci, de mon extrême courtoisie envers la vieille femme et de sa loquacité naturelle, une sorte de récit embrouillé. Mon imagination suppléa ces lacunes. Mes investigations rectifièrent les inexactitudes jusqu'à ce que l'histoire prenne la tournure qui suit. Quelques années auparavant, par un après-midi de septembre qui, bien que passablement beau, portait de lourds présages d'une nuit de tempête, un gentilhomme arriva dans une petite ville de la côte à environ une dizaine de lieues d'ici. Il exprima le désir de louer une embarcation susceptible de l'emmener à la ville à environ une quinzaine de lieues plus loin sur la côte. Les menaces visibles dans le ciel firent hésiter les pêcheurs à s'aventurer jusqu'à ce qu'enfin, deux d'entre eux, le père d'une nombreuse famille, séduit par la récompense généreuse promise par l'étranger, et un autre, le fils de mon hôtesse, poussé par l'audace de la jeunesse, acceptent d'entreprendre le voyage. Le vent leur était favorable. Ils espérèrent réussir à couvrir les distances avant la tombée de la nuit et arriver au port avant que l'orage n'éclate. Ils poussèrent au large de bon cœur, du moins les pêcheurs. Quant à l'étranger, l'affliction profonde peinte sur son visage ne reflétait qu'à moitié la sombre mélancolie qui absorbait son esprit. Il avait l'air d'un être qui n'aurait jamais souri, comme si une pensée indicible, sombre comme la nuit, amère comme la mort, était nichée dans son cœur et couvrait là éternellement. Il ne mentionna pas son nom, mais l'un des villageois,
reconnut en lui Henry Vernon, fils d'un baron qui possédait une demeure à 3 lieues de la ville où il se rendait. La famille avait presque abandonné cette demeure, mais, dans un accès de romantisme, Henry y avait séjourné 3 ans auparavant, et Sir Peter avait passé là 2 mois durant le printemps précédent. Le bateau ne couvrit pas autant de distance qu'il l'avait prévu. Le vent tomba au moment où ils prirent la mer, et ni les rames ni les voiles ne leur furent de quelque secours pour essayer de doubler le cap qui faisait saillie devant eux et les séparait de l'endroit qu'ils voulaient atteindre. Ils étaient déjà à une bonne distance lorsque le vent changeant commença à déployer toute sa force et à souffler par rafales violentes et irrégulières. La nuit vint, noire comme la poix. Les vagues hurlantes se soulevaient et se brisaient avec une violence effrayante, menaçant d'engloutir la petite embarcation qui osait résister à leur furie. Ils durent baisser toutes les voiles et reprendre les rames. Il fallut un homme pour écoper l'eau. Vernon lui-même prit une rame et déploya une énergie désespérée, égalant en force les hommes les plus entraînés. Les marins avaient beaucoup parlé entre eux avant que la tempête ne survienne. Maintenant, sauf pour donner un ordre, bref, tous étaient silencieux. L'un pensait à sa femme et à ses enfants, et maudissait en silence le caprice de l'étranger qui mettait en danger non seulement sa vie, mais la récompense attendue. L'autre craignait moins, car c'était un gars téméraire. Il ne pensait qu'à travailler dur et ne perdait pas de temps en discours. Vernon, regrettant amèrement l'imprévoyance avec laquelle il avait entraîné les autres dans ce péril dont il faisait peu de cas pour lui-même, essayait tantôt de les réconforter d'une voix pleine d'animation et de courage, tantôt tirait encore plus fort sur la rame qu'il avait en main. La seule personne qui ne semblait pas entièrement absorbée par sa tâche était l'homme qui écopait. Il scrutait les alentours d'un regard vigilant, comme si la mer portait au loin, sur sa tumultueuse vastitude, un objet que ses yeux s'efforçaient de distinguer. Mais tout était uniforme et vide, excepté la crête des hautes vagues où, très loin, au bord de l'horizon, une sorte de soulèvement dans les nuages annonçant une grande violence de la tempête. Enfin, il s'écria « Oui, je le vois! À bâbord, allons! Si nous pouvons mettre le cap dessus, nous sommes sauvés! » Instinctivement, les 2 rameurs tournaient la tête, mais leur regard ne rencontra qu'une obscurité morne. « Vous ne pouvez pas le voir !» cria leur camarade. « Mais nous en approchons, et s'il plaît à Dieu, ce soir, nous serons sauvés. » Il prit aussitôt la rame de la main de Vernon qui, totalement épuisé, s'affaissait à chaque effort. Il se leva et chercha à voir le phare qui leur promettait le salut. Il brillait d'une si faible lueur qu'il dit d'abord « Je le vois !» Puis « Ah, ce n'est rien !» Cependant, tandis qu'ils avançaient, il apparut distinctement à sa vue, qui devenait plus constant et distinct, rayonnant au-dessus des eaux blafardes, qui devenaient plus calmes, si bien que le salut semblait surgir du sein de l'océan sous l'influence de ce rayonnement clignotant. « Quel est ce phare qui vient nous secourir dans notre détresse ?» demanda Vernon, tandis que les hommes, maniant maintenant leurs rames avec plus de facilité, reprenaient leur souffle pour répondre à sa question. « C'est le rayon de fée, je crois, » dit le plus âgé des marins. « Et pourtant, il n'en est pas moins réel. Il est allumé dans une vieille tour qui tombe en ruine, construite au haut d'un rocher qui domine la mer.
Nous ne l'avions jamais vu avant cet été et maintenant, il apparaît toutes les nuits, du moins quand on le cherche, car il n'est pas visible de notre village et c'est un endroit tellement à l'écart que personne n'éprouve jamais le besoin de s'en approcher, sauf en une circonstance comme celle-ci. Les uns disent que des sorcières l'allument, d'autres que ce sont des contrebandiers. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes allés à deux pour le découvrir et que nous n'avons rien trouvé que les murs nus de la tour. De jour, tout est désert et de nuit, tout est sombre. Sur place, nous n'avons vu aucune lumière, bien qu'elle brûlât joliment bien quand nous étions en mer. J'ai entendu dire, fit remarquer le plus jeune marin, qu'elle est allumée par le fantôme d'une jeune fille qui a perdu son amoureux dans les parages. Il aurait fait naufrage, et l'on aurait retrouvé son corps au pied de la tour. Elle porte parmi nous le nom de la jeune fille invisible. Les voyageurs avaient maintenant trouvé un endroit pour accoster au pied de la tour. Vernon jeta un regard vers le haut. La lumière brûlait toujours. Luttant avec peine contre les vagues déferlantes, aveuglés par la nuit, ils s'efforcèrent de hisser leur petite barque sur le rivage et de la tirer sur la plage. Ils grimpèrent ensuite le chemin escarpé, couvert de mauvaises herbes et de broussailles, et, guidés par le pêcheur le plus averti, ils découvrirent l'entrée de la tour. Porte ou barrière, il n'y en avait aucune. Tout était sombre comme la tombe, silencieux, presque aussi glacé que la mort. « Ce n'est pas possible, » dit Vernon. « Notre hôtesse va certainement nous montrer sa lumière, ou se manifester elle-même et guider nos pas dans l'obscurité par quelques signes de vie et de réconfort. »« Nous allons voir la chambre en haut, » dit le marin. « Si seulement je peux trouver les marches à moitié cassées, mais vous ne découvrirez aucune trace de la jeune fille invisible, ni de sa lumière, je vous le garantis. » Une authentique aventure romantique et du genre le plus désagréable, murmura Vernon, en trébuchant sur le sol inégal. Celle qui hante le phare doit être à la fois laide et vieille, sinon elle ne serait pas aussi capricieuse et inhospitalière. Avec une peine considérable, après coups et meurtrissures de toutes sortes, les hommes engagés dans cette entreprise aventureuse réussirent enfin à atteindre l'étage supérieur. Mais tout était vide et nu, et ils ne purent que s'allonger sur le sol dur quand l'épuisement de l'esprit et du corps les incita à se laisser glisser dans le sommeil. Long et profond fut l'assoupissement des marins. Vernon ne put s'y abandonner qu'une seule heure. Alors, chassant sa somnolence et trouvant sa rude couche trop incommode pour le repos, il se leva et se posta à la brèche qui servait de fenêtre, car il n'y avait aucune vitre, et comme il ne trouva pas même un simple banc, il s'adossa à l'embrasure, seul lieu de repos où il pouvait s'appuyer. Il avait oublié le danger, le phare mystérieux et son invisible gardienne. Ses pensées étaient absorbées par l'horreur de son destin singulier, l'indicible malheur qui, comme un cauchemar, habitait son cœur. Cela demandait un volume de bonne taille de relater les événements qui avaient changé l'heureux Vernon de jadis en l'endeuillé le plus chagrin qui se soit jamais agrippé aux preuves extérieures de sa souffrance. Aussi insignifiants qu'aient pu être les indices du malheur qu'il chérissait dans son fort intérieur. Henri
était l'enfant unique de Sir Peter Vernon. Il avait été aussi gâté par l'idolâtrie de son père que le tempérament violent et tyrannique du vieux baron voulait bien le permettre. Une jeune orpheline était élevée dans la maison que l'on traitait avec la même générosité et la même bienveillance. Elle vivait pourtant dans une profonde terreur de l'autorité de Sir Peter, qui était veuf. Ses deux enfants étaient les seuls êtres sur lesquels il pouvait exercer son pouvoir ou porter son affection. Rosina était une jeune fille de tempérament joyeux, un peu timide, soucieuse d'éviter de déplaire à son protecteur, mais elle était si docile, elle avait si bon cœur, elle était si affectueuse, qu'elle était moins en butte qu'Henri aux variations d'humeur de son père. C'est une histoire comme on en raconte souvent. Ils étaient camarades de jeu et compagnons d'enfance. Ils devinrent des amoureux dans les jours qui suivirent. Rosina était effrayée à la pensée que cette affection secrète et les promesses qu'ils avaient échangées puissent être désapprouvées par Sir Peter. Mais quelquefois, elle se rassurait en imaginant qu'elle était peut-être réellement l'épouse destinée à Henri, élevée avec lui dans l'intention de leur union future. Et Henri, sentant que ce n'était pas le cas, résolut d'attendre d'être en âge de se déclarer et de réaliser son désir de faire de la douce Rosina son épouse. En attendant, il avait soin d'éviter la découverte prématurée de ses intentions, afin de préserver sa bien-aimée d'une persécution et des affronts probables. Fort opportunément, le vieux gentilhomme était aveugle. Il vivait toujours à la campagne, et les amoureux passaient tout leur temps ensemble, sans être réprimandés ni surveillés. Il suffisait à Sir Peter qu'elle jouât sur sa mandoline et chantât tous les soirs après le dîner pour l'endormir. Elle était la seule femme dans la maison au-dessus de la condition de servante et pouvait disposer de son temps à sa guise. Même lorsque Sir Peter fronçait les sourcils, ses innocentes caresses et la douceur de sa voix avaient le pouvoir d'apaiser sa violence. Si quelque esprit humain a jamais vécu dans un paradis terrestre, ce fut bien Rosina en ce temps-là. Son pur amour était heureux de la présence constante d'Henri, et leur confiance mutuelle, l'assurance avec laquelle ils attendaient impatiemment le futur, faisait ressembler leur vie à un chemin jonché de roses sous un ciel sans nuages. Sir Peter était le seul léger obstacle à leur tête-à-tête, les rendant plus délicieux encore, et cela donnait plus de prix à leur inclination réciproque. C'est alors qu'un personnage inquiétant fit son apparition à la demeure de Vernon, en la personne d'une veuve, sœur de Sir Peter, qui, ayant réussi à faire périr son mari et ses enfants grâce aux effets de son abominable caractère, arriva sous le toit de son frère, telle une harpie avide d'une proie nouvelle. Elle ne découvrit que trop tôt l'attachement du couple sans défiance. Elle fit part bien vivement de sa découverte à son frère, attisant sa colère et la réfrénant tour à tour. Suivant sa machination, on envoya soudainement Henri voyager à l'étranger. La voie était maintenant libre pour persécuter Rosina. Et alors, on choisit le plus riche des nombreux admirateurs de la jolie jeune fille qu'elle avait eu la permission et presque l'ordre de repousser sous le règne de Sir Peter seul, si désireux de la garder pour son propre réconfort, et on l'assomma de l'épouser. Les scènes de violence auxquelles elle était maintenant exposée, plus que les reproches méprisants de l'odieuse Mrs. Bainbridge, la fureur inconsidérée de Sir Peter, l'effrayèrent et la bouleversèrent par leur nouveauté. À tout,
elle ne pouvait opposer qu'une résolution ferme et immuable. Silencieuse, pleine de larmes, ni menace, ni rage ne purent tirer d'elle plus qu'une touchante prière, qu'ils veulent bien ne pas la haïr parce qu'elle ne pouvait obéir. « Il doit y avoir quelque chose que nous ne voyons pas sous tout cela, » disait Mrs. Bainbridge. « Croyez-moi, mon frère, elle correspond secrètement avec Henri. Emmenons-la dans votre manoir du pays de Galles, où elle n'aura aucun indigent qu'elle puisse payer pour l'aider, et nous verrons si son caractère ne se pliera pas à notre dessein. » Sir Peter consentit, et tous les trois fixèrent leur résidence dans la maison solitaire et de triste apparence à laquelle il a été précédemment fait allusion comme propriété de la famille. Là, les souffrances de la pauvre Rosina devinrent intolérables. Auparavant, entourée des paysages bien connus, en constante relation avec des visages aimables et familiers, elle n'avait pas désespéré de vaincre, à la fin, par sa patience, la cruauté de ses persécuteurs. Elle n'avait pas écrit à Henri, car ses parents n'avaient pas prononcé son nom ni fait allusion à leur attachement, et elle éprouvait un désir instinctif d'éviter qu'il ne soit importuné à cause d'elle, ou que le secret de leur amour, sacré pour elle, ne soit découvert et profané par la grossièreté abusive de sa tante ou les acerbes malédictions de son père. Mais lorsqu'on l'emmena au pays de Galles, et qu'elle fut prisonnière dans sa chambre, lorsque les montagnes caillouteuses tout autour d'elle ne lui parurent qu'une pâle représentation des cœurs de pierre auxquels elle était confrontée, son courage commença à faiblir. La seule personne qui avait la permission de l'approcher était la servante de Mrs. Bainbridge, et sous l'emprise de sa maîtresse scélérate, cette femme servit de piège pour inciter la malheureuse prisonnière à la confidence et la trahir ensuite. Le cœur simple et bon de Rosina fut facilement dupé, car, enfin, dans la violence de son désespoir, elle écrivit à Henri et donna la lettre à cette femme pour qu'elle l'expédiât. La lettre, à elle seule, aurait attendri le marbre. Elle ne parlait pas de leurs promesses réciproques. Elle lui demandait seulement d'intercéder auprès de son père afin qu'il lui rende la place qu'elle avait autrefois tenue dans ses affections et qu'il fasse cesser une cruauté qui la détruisait. « Car il se peut que je meure, » écrivait l'infortunée jeune fille. « Mais épouser quelqu'un d'autre, jamais. » Ce simple mot, en vérité, aurait suffi à trahir son secret s'il n'avait déjà été découvert comme il l'était. Il la crut la fureur de Sir Peter lorsque sa sœur lui montra triomphalement la lettre, car il est inutile de dire que l'encre de la lettre encore fraîche, le cachet encore chaud, la lettre de Rosina avait été portée à cette dame. La coupable fut sommée de comparaître devant eux. Ce qui s'ensuivit, personne ne pourrait le dire, car chacun du couple cruel, dans son intérêt, chercha à dissimuler son rôle. Les voix étaient hautes, et le doux murmure de la voix de Rosina se perdait dans le hurlement de Sir Peter et le grognement de sa sœur. « Hors d'ici, allez-vous-en » rugit le vieil homme. « Vous ne passerez pas une nuit de plus sous mon toit. » Et les servantes qui écoutaient entendirent les mots « infâme séductrice » et pire, des mots que l'oreille de la pauvre jeune fille n'avait jamais entendus. À chaque parole courroucée du baron, Mrs. Bainbridge ajoutait une remarque plus venimeuse que toutes les précédentes. On renvoya enfin Rosina plus morte que vive. Et
soit qu'elle fût poussée par le désespoir, soit qu'elle ait pris à la lettre les menaces de Sir Peter, ou encore que les ordres de sa sœur aient été plus déterminants. Personne ne le sut, mais Rosina quitta la maison. Une servante la vit traverser le parc, s'en allant en pleurant et se tordant les mains. Ce qu'il advint d'elle, personne ne put le dire. Sir Peter ne découvrit pas sa disparition avant le jour suivant, et son attente anxieuse que l'on retrouve la trace de ses pas, qu'on la découvre, montra bien que ces mots n'avaient été que des menaces sans fondement. La vérité était que, bien que Sir Peter craignît le mariage de l'héritier de sa maison avec une orpheline sans bien, objet de sa charité, et s'efforça de l'empêcher, dans son cœur, il aimait pourtant Rosina, et la moitié de sa violence venait de sa colère contre lui-même à la traiter si mal. Le remords commença alors à le piquer, quand les messagers, les uns après les autres, revinrent sans nouvelles de sa victime. Il n'osait s'avouer ses pires appréhensions, mais lorsque sa sœur inhumaine, essayant d'endurcir sa propre conscience avec des paroles de colère, cria « La vilaine coquine s'est sûrement donné la mort pour se venger de nous !» Un juron des plus épouvantables et un regard suffirent à la faire trembler et à lui imposer silence. Sa supposition, cependant, n'apparut que trop vraie. Une rivière sombre, au fort courant qui coulait au fond du parc, avait sans aucun doute reçu le joli corps et étouffé la vie de la malheureuse jeune fille. Sir Peter, lorsque ses tentatives pour la retrouver s'avérèrent infructueuses, s'en retourna à la ville, hanté par l'image de sa victime et contraint de reconnaître dans le secret de son cœur qu'il aurait volontiers donné sa propre vie s'il avait pu la revoir, même en tant que femme de son fils, devant qui il défaillit comme le dernier des couards lorsque celui-ci l'interrogea, car lorsqu'Henri apprit la mort de Rosina, il revint brusquement de l'étranger pour en demander la cause, rendre visite à sa tombe, pleurer sa perte dans les bosquets et les vallons qui avaient été les témoins de leur bonheur partagé. Il fit 1000 recherches, mais un silence de mauvais augure fut la seule réponse à ses questions. De plus en plus déterminé et anxieux, il finit par obtenir des serviteurs et des personnes attachées à la maison et de l'odieuse tante elle-même l'effrayante vérité tout entière. Dès lors, le désespoir étreignit son cœur. Le malheur avait posé sur lui son sceau. Il fuyait la présence de son père. La pensée que celui qu'il aurait dû révérer était coupable d'un crime aussi noir le hantait, comme jadis les Euménides tourmentaient les âmes des hommes abandonnés à leur remords. Son premier, son unique vœu fut d'explorer le pays de Galles et d'apprendre si l'on avait fait quelque nouvelle découverte, ou bien de savoir s'il était possible de retrouver la dépouille mortelle de Rosina, afin d'apaiser le regret qui ne laissait point de repos à son cœur malheureux. Ce fut au cours de cette quête qu'il arriva au village précédemment nommé. À présent, dans la tour déserte, ses pensées étaient absorbées par des images de désespoir et de mort, et par la pensée des souffrances de sa bien-aimée, harcelée dans sa douce nature, au point d'accomplir une action aussi désespérée. Il était plongé dans sa sombre rêverie, et le rugissement de la mer en était l'accompagnement convenable. Les heures fuyaient, et Vernon s'aperçut qu'enfin la lumière du matin avançait lentement de sa retraite à l'Orient, se levant sur l'indomptable océan qui se brisait encore avec une violence furieuse sur le rivage rocheux.
Ses compagnons s'éveillèrent alors et se préparèrent à partir. La nourriture qu'ils avaient emportée était gâchée par l'eau de mer, et après le rude effort qu'ils avaient fourni et tant d'heures de jeûne, la faim les tenaillait. Il était impossible de reprendre la mer avec leur bateau fracassé, mais il y avait à 2 lieues de là une chaumière de pêcheurs dans le creux d'une baie. Le promontoire sur lequel se tenait la tour en formait un côté. Ils se hâtèrent vers l'endroit pour réparer leur barque. Et ils n'accordèrent pas une seconde pensée à la lumière qui les avait sauvés, ni à son origine, mais quittèrent la ruine à la recherche d'un abri plus hospitalier. Vernon jeta les yeux autour de lui tandis qu'il s'en allait, mais ne vit aucun indice de la présence d'un habitant et commença à se persuader lui aussi que le phare n'avait été qu'une création de leur imagination. En arrivant à la chaumière en question, habitée par un pêcheur et sa famille, ils firent un déjeuner simple et se préparèrent à retourner ensuite à la tour pour réparer leur bateau et, si possible, le ramener au port. Vernon les accompagna, ainsi que leur hôte et son fils. On posa plusieurs questions au sujet de la jeune fille invisible. Tous s'accordaient à penser que l'apparition était le fruit de leur imagination. Aucun d'entre eux n'était en mesure de donner la moindre explication à l'association du nom et de l'origine inconnue de l'apparition singulière d'une lumière. Pourtant, les 2 hommes de la chaumière affirmèrent qu'une ou 2 fois ils avaient vu une silhouette féminine dans le bois avoisinant et que, de temps en temps, une jeune fille inconnue avait fait une apparition dans une chaumière à 1 lieue de là, de l'autre côté du promontoire, pour acheter du pain. Tous les 2 supposaient qu'il s'agissait de la même personne, mais ils ne pouvaient l'affirmer. Les habitants de la chaumière paraissaient vraiment trop bornés pour ressentir la moindre curiosité, et ils n'avaient jamais fait aucune tentative pour comprendre. Les marins passèrent le jour entier à réparer le bateau. Le bruit des marteaux, les voix des hommes au travail résonnaient tout le long de la côte, se mêlant à la précipitation des vagues déferlantes. Ce n'était pas le moment d'explorer la ruine à la recherche d'un être humain ou surnaturel qui se retirait avec une telle obstination de toute relation avec les êtres vivants. Vernon, cependant, retourna à la tour et chercha en vain dans tous les recoins. Rien dans ces murs sombres et nus ne révélait qu'ils puissent servir de refuge. Même un petit renfoncement dans le mur de l'escalier, qu'il n'avait pas remarqué auparavant, était également vide et délaissé. Quittant la tour, il erra dans le bois de pins qui l'entourait, et, abandonnant tout espoir de résoudre le mystère, il se trouvait de nouveau accablé par les pensées qui habitaient son cœur, quand tout à coup il eut, là, sur le sol, à ses pieds, la vision d'un soulier. Depuis Cendrillon, on n'avait jamais vu un aussi petit soulier. Aussi clairement qu'une chaussure puisse parler, elle racontait une histoire d'élégance, de beauté et de jeunesse. Vernon la ramassa. Il avait souvent admiré le pied merveilleusement petit de Rosina, et sa première pensée fut de se demander si ce petit soulier lui serait bien allé. C'était tout à fait étrange. Il devait appartenir à la jeune fille invisible. Il y avait donc un être féerique qui allumait cette lampe, un être de chair dont le pied avait besoin d'être chaussé. Et alors, chaussé comment? En un si beau chevreau et d'une forme aussi exquise qui ressemblait exactement aux souliers que portait Rosina. À nouveau,
L'image de la bien-aimée disparue s'imposa à lui, et avec elle, un millier d'associations intimes, enfantines et pourtant douces, bien qu'insignifiantes comme en ressentent les amoureux, débordèrent le cœur de Vernon, si bien qu'il se jeta tout de son long sur le sol et pleura plus amèrement que jamais le malheureux destin de la douce orpheline. Dans la soirée, les hommes laissèrent leur travail et Vernon retourna avec eux à la chaumière où ils devaient dormir avec l'intention de poursuivre leur voyage, si le temps le permettait, le matin suivant. Vernon ne souffla mot du soulier et suivit ses rudes compagnons. Il regardait souvent derrière lui, mais la tour se tenait, sombre, au-dessus des vagues indistinctes, sans qu'aucune lumière n'apparaisse. On avait fait des préparatifs dans la chaumière pour leur installation, et l'on offrit l'unique lit à Vernon, mais il refusa d'en priver son hôtesse et, étendant sa cape sur un tas de feuilles sèches, il essaya de s'abandonner au repos. Il dormit quelques heures. Lorsqu'il s'éveilla, tout était calme. Seule la profonde respiration des dormeurs avec lui dans la même pièce troublait le silence. Il se leva, alla vers la fenêtre et regarda au-dessus de la mer, à présent tranquille vers la tour mystérieuse. La lumière brûlait là-bas, jetant ses minces rayons sur les vagues. Se réjouissant d'une chance à laquelle il ne s'attendait pas, Vernon quitta doucement la chaumière et, enroulant sa cape autour de lui, fit le tour de la baie d'un pas rapide et se dirigea vers la tour. Il y parvint. La lumière brûlait toujours. Entrer et rendre la chaussure à la jeune fille aurait pu être un geste de simple courtoisie, et Vernon avait l'intention de le faire avec précaution, en entrant comme par hasard, avant que celle qui la portait ne se soit retirée de sa vue avec son habileté coutumière. Malheureusement, en se frayant un chemin sur les 3 sentiers, son pied détacha un fragment de mur descellé qui tomba avec un bruit sourd dans le précipice. Il s'élança alors pour regagner par sa rapidité l'avantage qu'il avait perdu à cause de ce malencontreux accident. Il atteignit la porte. Il entra. Tout était silencieux et aussi tout était noir. Il s'arrêta dans la pièce du bas. Il fut certain de percevoir un léger bruit venant à son oreille. Il monta les marches et entra dans la pièce d'en haut. Mais son regard, avide, ne rencontra qu'une obscurité muette. La nuit, sans étoiles, ne laissait pas même entrer la lueur de l'aube par l'unique ouverture. Il ferma les yeux pour essayer, en les rouvrant, d'être capable de distinguer la plus faible lueur, un rayon fixé sur sa rétine. Mais ce fut en vain. Il tâtonna tout autour de la pièce. Il se tint immobile et retint sa respiration. Et alors, écoutant intensément, il eut la certitude que quelqu'un d'autre était dans la pièce avec lui. Son atmosphère était légèrement troublée par le souffle de quelqu'un. Il se souvint du renfoncement dans l'escalier, mais avant d'en approcher, il parla. Il hésita un moment sur ce qu'il allait faire. « Il me faut croire, dit-il, que le malheur seul peut être la cause de votre solitude. Et s'il est d'un homme, d'un gentilhomme. » Une exclamation l'interrompit. Une voix prononça son nom, comme sortie de la tombe. La voix de Rosina articula. « Henri !
Est-ce réellement Henri que j'entends ? Il se rua dans la direction du son et serra dans ses bras le corps vivant de l'aimée qu'il pleurait. Sa jeune fille invisible, comme il l'appela, car même en cet instant où il sentait son cœur battre comme le sien et tandis qu'il entourait sa taille de son bras, la soutenant car elle s'était presque effondrée sur le sol dans son émotion, il ne pouvait la voir, et alors que les sanglots l'empêchaient de parler, aucune autre perception, rien que la sensation instinctive qui emplissait son cœur d'une joie tumultueuse, ne pouvait lui confirmer que la forme mince et exténuée qu'il serrait si tendrement était l'ombre vivante de la belle Hébé qu'il avait adorée. Le matin vit ces deux êtres, si étrangement rendus l'un à l'autre, sur la mer tranquille, voguant par bon vent, d'où ils se dirigèrent vers le manoir de Sir Peter que, 3 mois auparavant, Rosina avait quitté dans une telle angoisse et une si grande terreur. La lumière du matin dissipait les ombres qui, hier, l'avaient voilée, et découvrit quelle jolie personne était la jeune fille invisible. Elle était vraiment changée par la souffrance et le chagrin, mais le même doux sourire jouait sur ses lèvres, et le tendre éclat des doux yeux bleus était bien le sien. Vernon sortit le soulier pour lui montrer ce qui lui avait permis de résoudre l'énigme et de découvrir la gardienne du phare mystérieux. Même à ce moment, il n'osa pas s'enquérir de la façon dont elle avait pu subsister dans un endroit aussi désolé, ni pourquoi elle avait, avec une telle obstination, évité d'être observée, alors que la seule chose raisonnable eût été de le rechercher immédiatement, puisqu'il n'y avait aucun danger à craindre sous la garde et la protection de son amour. Mais Rosina se déroba à ces questions. Une pâleur, semblable à celle de la mort, apparut sur sa joue lorsqu'elle chuchota d'une voix éteinte. « La malédiction de votre père, les menaces effrayantes de votre père. » Il était clair que la violence de Sir Peter et la cruauté de Mrs. Bainbridge avaient réussi à provoquer en elle une terreur irraisonnée, invincible. Elle s'était enfuie de leur maison sans aucun projet, sans préméditation, sous l'effet d'une frayeur folle, d'une terreur qui surpassait tout. Elle avait quitté presque sans argent, et elle n'avait vu aucune possibilité de revenir en arrière ou de se diriger quelque part. Excepté Henri, elle n'avait dans ce vaste monde aucun ami. Où pouvait-elle aller ? Chercher Henri aurait été sceller leur destin du sceau du malheur, car Sir Peter avait juré qu'il préférerait les voir tous les deux dans leur cercueil plutôt que mariés. Après avoir erré aux alentours, se cachant durant le jour, s'aventurant plus avant seulement la nuit, elle était arrivée jusqu'à cette tour déserte qui lui était apparue comme un lieu de refuge. Comment elle avait vécu depuis lors, elle pouvait difficilement le dire. Le jour, elle errait dans les bois et dormait sous la voûte de la tour, asile que personne ne connaissait ou n'avait encore jamais découvert. La nuit, elle brûlait les pommes de pin du bois, et la nuit était le moment qui lui était le plus cher, car il lui semblait qu'avec l'obscurité venait la sécurité. Elle ne savait pas que Sir Peter avait quitté la région, et elle était terrifiée à l'idée que le lieu où elle se cachait ne lui soit révélé. Son seul espoir était qu'Henri revienne, qu'Henri ne trouve pas le repos tant qu'il ne l'aurait pas découverte. À la voix que le temps passant, l'hiver approchant, elle avait sombré dans le désespoir,
Elle craignait de voir ses forces faiblir, son corps n'être plus rien qu'un squelette, de finir par mourir et de ne plus jamais revoir son Henri. Effectivement, une maladie, malgré tous les soins dont Henri l'entoura, suivit son retour à la sécurité et au confort de la vie civilisée. Il fallut bien des mois pour que la fraîcheur rosisse à nouveau ses joues, que ses membres retrouvent leur rondeur, pour qu'elle ressemble à nouveau au dessin qu'on avait fait d'elle au jour de félicité, avant la survenue du chagrin. C'était une copie de ce portrait qui décorait la tour, lieu où, dans sa souffrance, elle avait trouvé abri. Sir Peter, transporté de joie d'être soulagé des affres du remords, heureux de revoir la pupille orpheline qu'il aimait réellement, était maintenant aussi désireux de bénir son union avec son fils, qu'il y avait été jadis hostile. Mrs. Bainbridge, ils ne la revirent plus. Mais chaque année, ils passaient quelques mois dans leur demeure du pays de Galles, cadre de leur premier bonheur conjugal et lieu où la pauvre Rosina s'était à nouveau éveillée à la vie et à la joie après les persécutions qu'elle avait endurées. Avec un soin d'amoureux, Henri avait aménagé la tour et il l'avait décorée telle que je la découvris. Et souvent, il revenait là, avec sa jeune fille invisible, pour revivre, dans le cadre même où les événements s'étaient produits, le déroulement qui avait conduit à leur retrouvaille par une nuit ombreuse dans cette ruine retirée. Démons et merveilles, Michael Dargerie. Je vous ai raconté La jeune fille invisible, une nouvelle de Mary Shelley, publiée en 1832. À propos du célèbre Frankenstein, qui fera plus tard des émules, et quasiment à l'origine d'une centaine de films de 1910 à 2024, puisqu'un film réalisé par Guillermo del Toro semble être prêt de sortir en salle prochainement, voici pour la petite histoire. À 17 ans, Marie entame une liaison avec le poète et philosophe Percy Bysshe Shelley, qui se trouve être déjà marié. Le père de Marie est contre cette union. Marie et Percy s'enfuient alors en France le 28 juillet 1814, accompagnés de Claire, la fille illégitime de Lord Byron et de Mary Jane Clermont. Le trio voyage jusqu'en Suisse ainsi qu'à travers la France. Mais l'argent commençant à manquer, ils doivent rentrer en Angleterre au mois de septembre. Marie se trouve enceinte et accouche d'une petite fille le 22 février 1815. Suite au décès de l'enfant né trop prématurément, la jeune femme sombre dans la dépression. Puis, de nouveau enceinte, elle donne naissance à un petit garçon appelé William. Marie, Percy et William passent l'été 1816 à Genève avec Claire Clermont, Lord Byron et John William Polidori, un jeune médecin. Lors de ce séjour, le poète Lord Byron propose à chacun d'entre eux d'écrire une histoire fantastique. Cette idée inspire à Marie une nouvelle qui sera développée sous la forme d'un roman intitulé Frankenstein ou le Prométhée moderne et publié anonymement en 1818. Ainsi s'achève ce programme. Vous pouvez à présent reprendre vos occupations. À bientôt.